Je sais que ça, je veux dire moi-même, sans costume, sans maquillage, sans musique. Ici, là, devant vous, avec juste un spot allumé sur moi, c'est pas ce qu'on appellerait très, très théâtral, hein? En fait, la vérité, c'est que, disons que je vis une espèce de crise. Changer le monde, c'est pas rien, là. Puis aujourd'hui, je me dis, OK, changer le monde. Beau projet. Mais quel monde, au juste? En fait, j'avais vu Philippe, quand il était très jeune, travailler sur des spectacles historiques de Parc Canada au Québec. Alors, je l'avais repéré comme ça, j'avais vu ce qu'il faisait, il travaillait beaucoup avec des marionnettes et tout ça. Et puis, à un moment donné, à l'époque où il étudiait à l'Université Laval en théâtre, il y avait un travail scolaire à faire, là. Donc il devait m'interviewer. Et c'était à une époque où j'avais commencé à faire beaucoup de créations à Québec, tout ça. Et alors, il m'avait interviewé, tout ça, pour un demi-copain comme ça. Puis on s'est revu, puis je lui ai proposé de faire de l'assistance mise en scène et de faire de la régie sur la trilogie des Dragons, qui était quand même un spectacle très important, un spectacle fort. À l'époque, la compagnie s'appelait Théâtre Père. Je commençais à faire du théâtre, j'ai vu ce qu'il a fait, j'étais fasciné. Il m'a invité à être assistant à la mise en scène. Il a tout de suite vu que j'étais intéressé par ça. Il m'a montré, voici, ça c'est une fresnel, ça c'est un projecteur, ça c'est un lico, ça fonctionne comme ça. Il m'a demandé de faire la régie. Donc moi qui étais plus un intellectuel qui voulait faire une maîtrise, donc faire de la régie, faut être assez concret. J'ai perdu quelques cheveux, mais j'ai appris la mécanique théâtrale. Et je me souviens qu'il est devenu complice. C'est vraiment quelqu'un qui tenait vraiment tout le travail de création ensemble. Nous, on était un petit peu tout étourdis, on ne savait pas ce qu'on faisait, on était un petit peu, parce que c'était une époque un peu chaotique, on ne savait pas où on s'en allait, tout ça, tandis que Philippe, lui, semblait voir très, très tôt ce que ça allait devenir. Robert a été vraiment le passeur. C'est un être d'une immense générosité humaine et artistique. Il a tout partagé avec moi. Par la suite, il est devenu complice de beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de régie pour moi et il est devenu mon assistant personnel. Alors, pendant plusieurs années, alors on est allé, on travaillait beaucoup, on est allé en France, évidemment, on est allé en Espagne, en Italie, en Suède. On a voyagé un petit peu partout, il m'a suivi dans mes tournées, mais aussi, quand j'ai travaillé en Allemagne, il était là comme assistant. Donc, je le connais quand même depuis un bon moment. Philippe et moi, on s'entendait très bien. On avait comme le même sens de l'humour. On faisait des exercices au conservatoire, puis on se mettait toujours ensemble parce qu'on avait envie de créer, puis on était fous. On se laissait aller dans tout. Fait que, Donc, autant moi, je pense que j'avais eu le privilège d'être élevé dans la ouate par un professeur d'université entouré de livres, autant elle, je pense qu'elle venait d'un milieu beaucoup plus difficile que le mien. Donc, je ne dis pas que c'était une écorchée, mais pas loin. Donc, c'était quelqu'un qui avait une sensibilité extraordinaire, qui était vraiment intéressé par l'humain, alors que moi, j'étais un peu plus dilettante. C'est là, on a eu une connexion vraiment à ce moment-là. On avait envie de créer, on avait envie de se donner... On n'avait pas envie d'attendre que le téléphone sonne. Moi, c'était évident, pour avoir travaillé avec Robert Lepage, j'avais la piqûre, je voulais écrire, je voulais mettre en scène. Ouais, avec la compagnie, on s'était mis à faire des discussions sur ce qu'on pourrait faire comme spectacle, tout ça. Comme moi et Philippe, on était très amis, très proches, il a commencé à me raconter son enfance. L'Espagne est encore exotique. Lointaine, comme quand j'étais petit, que ma grand-maman m'envoyait du nougat, du turrón par la poste. Ça arrivait, c'était huileux. Mon Dieu, que c'était loin, l'Espagne. C'était immensément loin, même si on y allait très souvent en famille. Là, moi, je commençais à être vraiment fascinée par tout ce qu'il racontait, puis les éléments qu'il amenait, puis tout ça.
Fait que je dis, ouais, c'est bien bon, on va faire de quoi avec ça? Donc, j'imaginais que, comme par magie, j'avais trouvé, par exemple, la première pièce, Tauromachia. J'étais allé à Barcelone et puis j'avais trouvé des aquateintes, des encres de Picasso sur la tauromachie. Donc, je crois 23 petites images magnifique de Picasso. Et je me suis dit, tiens, c'est une structure tragique, c'est une pièce de théâtre. Tu as des taureaux dans les champs, il y en a un qui est sélectionné, qui se retrouve dans une arène, le personnage entre dans l'arène, la scène, tout le monde sait qu'il va mourir sauf lui, la mécanique tragique est enclenchée, c'est divisé en 3 tiers. Donc, j'avais une structure dramatique. Donc, dans ma tête, tout ce qui restait, c'est de créer des personnages, faire des improvisations, coller les morceaux, puis on allait réussir à faire une pièce. Sauf que je pense que c'est quelque chose comme 10 jours avant la première, Sylvie Bouffard, qui avait la responsabilité de la direction de production, en plus d'être comédienne, a dit « Philippe, c'est parce que c'est dans 10 jours la première, on n'a toujours pas de texte. Je pense qu'il faudrait faire quelque chose. » J'ai dit « Ouais, je pense que oui. » Je dormais déjà pas beaucoup. Puis là, on était bloqués vers la moitié, où on savait pas où s'en allait. Donc, Simone a levé la main. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas demander à Antoine Laprise, qui écrivait aussi, de nous aider. Ils écrivaient de nuit, puis ils nous fournissaient des textes le matin. Donc, je mettais en scène disons, le premier tiers, sans savoir quel était le deuxième tiers, ni le troisième tiers. Fait qu'on avait nous autres, on marchait avec des tableaux, puis là, comment faire, comment arriver à une fin. Je pense que notre premier enchaînement réel de toute la pièce, c'était le jour de la générale. Alors, c'était assez terrorisant. Finalement, on est arrivé, c'était pas tout à fait ça, mais bon, on avait fait nos premières armes, si tu veux. Et c'est là que, je dirais, ma rencontre avec Simone Chartrand, c'est absolument, totalement concrétisé, dans le sens que c'est elle qui a assumé finalement l'écriture avec Antoine Laprise. C'est à partir de là que j'ai compris que je n'étais pas Robert Lepage et que j'allais devoir trouver ma propre manière d'écrire. Donc moi, je jonglais avec les concepts, elle jonglait avec les émotions, avec les êtres humains. Et en quelque sorte, elle m'a focusé. Elle m'a dit, Philippe, sans me le dire, ce que j'ai compris, j'ai dit, Philippe, le théâtre, c'est l'être humain, là. Tout le reste n'est qu'accessoire. Donc, Simone m'a vraiment enseigné ça. Oui. C'est-à-dire que Québec, ça a toujours été un incubateur. Hein? C'est un endroit où les gens sortent des écoles de théâtre, les gens font leurs premiers 400 coups, si on veut. Hein? C'est vraiment ici que les gens définissent leur style, leur vocabulaire. Et Sortie de secours, très vite, s'est imposé comme une compagnie de création, parce que c'est d'abord avant tout une ville de création, c'est ce qui vraiment la distingue, Québec, et elle est restée fidèle à cette idée. Donc, très souvent, Sortie de secours est devenu une espèce d'exemple de structure de production, une structure de création dans la ville de Québec, avec un style très propre à la ville de Québec. Et moi, j'aime beaucoup la jeunesse de ça, malgré que, les participants ne sont pas toujours très jeunes, ou ne sont plus jeunes. Mais malgré la grande maturité avec laquelle les gens travaillent, il y a encore une jeunesse, une simplicité, un regard neuf, si on veut, sur les thèmes dramaturgiques. À cette époque-là, il y avait une effervescence... Il y avait une effervescence incroyable, des compagnies de la relève, de la création. Ça bouillonnait partout dans la ville de Québec. Mais il n'y avait pas de constance il n'y avait pas de fil conducteur, à tout le moins pour le spectateur, qui pouvait l'éclairer sur cette mouvance-là, si on veut. Donc, il y avait un spectacle là, dans un petit lieu, il y avait un spectacle là, il y avait un spectacle là. Mais il n'y avait pas un lieu qui était consacré à ça. Et quand, donc, on a réservé le Centre international de séjour, donc une auberge de jeunesse, qui avait une petite scène avec la capacité d'asseoir sur le long, comme ça, environ 70 personnes. Quand on a réservé le Centre international de séjour, on s'est rendu compte que il y avait aussi, ou il allait y avoir aussi Agnès Zachary avec le Théâtre du Mana qui voulait jouer cette saison-là, qui avait eux aussi décidé de réserver la salle. Et il y avait aussi Martin Genet avec le Théâtre Les Enfants Terribles qui avait décidé de réserver la salle. On se connaissait, on s'est dit, pourquoi on ne fait pas ensemble une saison plutôt que d'être chacun dans notre coin? Pourquoi on ne se réunit pas? On fait un lancement de saison, on a 3 pièces.
Et ça commence comme ça. Et ça a commencé comme ça. Donc, toutes les premières années de Premier Acte, on est allé chercher une subvention à la Ville de Québec qui nous a donné 8 000 $. C'est extraordinaire. Avec ça, on a fait un lancement de saison. On s'est fait une programmation, conférence de presse. Donc, Premier Acte est né comme ça. Et toutes les années subséquentes, donc, ça a vécu... Premier Acte a vécu... par la sueur bénévole de ses fondateurs, nous trois. Mais après ça, il y a eu Anne-Marie Olivier, Patrick Saucier. Donc, on réunissait les gens qui allaient jouer dans la saison et on leur disait, Premier Acte, cette année, c'est vous. En étant ensemble, on avait des rabais sur la publicité dans le journal Le Soleil, par exemple. Ça a répondu vraiment, vraiment à un besoin. Et donc, le miel le plus doux que le sang fête ses 25 ans. Ça veut dire que Premier Acte aussi fête ses 25 ans. Bonjour. Nous sommes dans l'impossibilité de vous répondre pour le moment. Pour laisser un message, parlez après la tonalité. À ce moment-là, je sais qu'il y avait une scène vibrante à Québec, en théâtre de création, et je surveillais ça de près. Notamment, je suis allée pour voir le miel est plus doux que le sang. Et je savais immédiatement que ça allait faire partie de ma saison dans l'année suivante. Ça a probablement été l'occasion d'une première rencontre. Et je pense que pour Philippe aussi, c'était peut-être une rencontre marquante dans le sens où il s'est rendu compte qu'il y avait une autre culture francophone. Marcia, c'est comme la Martienne qui est apparue tout d'un coup au Centre international de séjour. Elle n'était pas supposée être là, je la connaissais pas. Donc, la première Acadienne qui se présente à moi, qui dit « Philippe, j'étais supposée venir voir une autre pièce, mais on m'a dit que c'est ça qu'il fallait que je voie. Elle dit, c'est vraiment très bon. Aimerais-tu venir à Moncton? » Je fais « Oui, sure! » Lecture d'un nouveau message. Faut dire aussi que Philippe, à cette époque-là, avait une façon assez originale de travailler. Et c'est ce qui m'avait intéressé dans son travail, c'est-à-dire une autre façon de voir la convention théâtrale et de la manipuler, en fait. C'est pour ça que je l'avais accueilli, parce que pour moi, on était vraiment au cœur de la création. Je pense que ça a été le début d'une aventure qui dure encore aujourd'hui, en fait, parce qu'il vient de signer la mise en scène de notre dernier spectacle pour adolescents, Tsunami. Marcia est devenue, après ça, une complice. Et donc, ça fait 24 ans, mon premier. Et puis, j'ai eu la certitude en arrivant à Moncton, après notre première représentation, que j'allais vivre des choses importantes là-bas. Là. Le théâtre acadien ou la culture acadienne n'était pas une culture très, très, très connue. Elle est de plus en plus, nos auteurs sont connus de plus en plus à travers les frontières. Je pense qu'il y avait cet intérêt-là commun aussi, je pense, de la part de Philippe, de faire connaître les cultures étrangères et nous aussi de faire connaître le théâtre acadien. Donc, je pense que ça a été un lien à travers les années. Je suis allé en Acadie en tournée, donc j'ai découvert les Franco-Ontariens, j'ai découvert les Acadiens. Je me suis trouvé bien niaiseux de ne pas les avoir connus avant. Des atomes crochus. On était préoccupés tous, moi comme fils d'immigrants et eux comme Franco-Ontariens ou Acadiens, par la question identitaire qui était beaucoup plus dans les airs forcément pour eux. Et on a décidé de faire pratiquement ensemble donc une espèce de... Le journal Le Monde, attention, parce qu'on a joué en France, Exil avait qualifié ça de, je crois, de boulevard socio-culturel hautement scénarisé. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était une comédie où c'était des personnages en quête d'identité, ou c'était des personnages, en quelque sorte, qui se posaient la question de qu'est-ce que l'identité. À l'époque où on s'est lancé dans cette aventure, il n'y avait pas de texte. C'est une pièce que j'ai coécrite avec Robert Bellefeuille, qui dirigeait à l'époque le Théâtre de la Vieille 17. Et je dirais que ça a été comme la première des coproductions que Sortie de secours a fait donc avec les francophonies canadiennes. Et j'ai pratiquement jamais arrêté de travailler en coproduction, soit avec l'Espagne, soit avec les francophonies. J'ai l'impression qu'on se ressemble tellement dans les questions, dans notre rapport à la question identitaire, que je pense qu'on travaille sur la même chose. Et ça aussi, ça a donné lieu à une coproduction qui a beaucoup voyagé également, qui a tourné à travers le Canada, qui a été présenté ici en Acadie, à Ottawa, à Québec, à Montréal et
Ça a été une aventure que les artistes ont beaucoup appréciée. Et nous aussi comme coproducteurs. Et c'est aussi un spectacle qui a connu un grand succès ici comme ailleurs. Et c'est un peu inédit. 3 compagnies francophones canadiennes. À cette époque-là, l'agenda politique occultait en quelque sorte accidentellement la présence des autres francophonies. C'est-à-dire qu'on était tellement obsédés par notre propre combat identitaire québécois de préservation francophone qu'on se crée nous-mêmes certaines frontières. Et donc, je me suis retrouvé comme en quelque sorte à passer comme par-dessus quelques frontières pour aller directement avec d'autres francophones, puis ensuite aller à Montréal parler de réalités qui, au fond, intéressaient pas les gens. Parce qu'il y avait une grande méconnaissance des autres cultures francophones. Et moi, je suis arrivé donc avec une coprod que j'ai amenée à Québec et ça a l'air de rien, mais à cette époque-là, c'était comme dans les premières coproductions qui se faisaient. Maintenant, c'est devenu complètement normal et assumé. Il y en a de plus en plus. Je ne suis pas le seul à le faire. Les Acadiens sont de plus en plus présents sur les scènes québécoises et en France, tout ça. Donc, il y a beaucoup de barrières qui sont tombées. Puis c'était une forme de théâtre politique aussi. On pourrait faire un show qui parle de la francophonie pan-canadienne. Ah, on peut faire un musical. Ça, c'est bon, là. Un bon musical. Je vais t'écrire de quoi, moi, là? Ça va être bon, là. Tu name drop un peu, là? Louis Riel, Jacques Cartier, Samuel de Champlain. C'est devenu des ponts aujourd'hui, des ponts qu'on prend tous les jours. Puis j'aime ça toujours lutter avec les autres. Ben, en fait, moi aussi, ce que j'apprécie beaucoup de sortie de cours puis si on veut, des initiatives de Philippe Solévilla, c'est que un peu à l'image du Théâtre Père à l'époque et maintenant Ex Machina, c'est-à-dire que c'est une compagnie qui a compris que son public n'est pas uniquement local. C'est pas un public son public est ailleurs aussi. C'est pourquoi je trouve que c'est très louable tous les efforts qui ont été faits de faire des coproductions avec des gens du Nouveau-Brunswick, avec des Franco-Ontariens, avec des Montréalais, et de faire des spectacles qui sont obligés de voyager, puisque ce sont des coproductions avec des acteurs qui ne sont pas tous des acteurs locaux. Et ça dynamise le milieu à Québec, ça dynamise le monde de la création, tout ça. Et ça, je trouve vraiment que c'est très louable. Et donc, au fil des années, peu à peu, ce qui est assez extraordinaire, c'est que j'ai commencé à rapprocher l'Espagne de moi et la Catalogne, qui est une autre partie de mon héritage mixte, pour aboutir finalement à des coproductions avec l'Espagne, avec la Catalogne, à écrire, à traduire de l'espagnol au français, du catalan au français, donc à m'approprier le catalan, qui est une langue que je comprenais, mais que je ne pouvais pas parler. Ici même, maintenant, dans ce théâtre, vous entendrez l'ingénieux Hidalgo Don Quixote de la Mancha, l'une des meilleures histoires qui ait été vue et présentée dans ce coin du royaume. Coproduction avec Pupulus Mordicus, donc je retrouve Pierre Robitaille, et une coproduction donc avec Gattaro de Barcelone. Donc on travaille, on mélange des comédiens catalans, des comédiens québécois en chair et en os et en marionnette. ¿Por qué no concentrarnos en lo que importa realmente? Mais qu'est-ce qui importe le plus d'après vous? Que vuestro sueño es posible. Sí, en aquella época mi tío se pasaba los días y las noches leyendo. De la noche a la mañana y de la mañana a la noche. Todo lo que mi tío leía en los libros de caballerías, encantamientos, batallas, desafíos, coqueteos, heridas, amor. Todo eso acabó por... Et toutes ces choses ridicules qu'on trouve dans les livres de chevalerie, eh bien, il se les a mis si profondément dans sa tête qu'elles sont devenues pour lui pure vérité. L'esprit troublé, notre ami Don Alonso Quixada a décidé de se faire lui-même chevalier errant. C'est comme ça que
cette histoire a véritablement pris son envol. Alors, on est allé jouer Don Quichotte dans un vrai théâtre du siècle XV en plein milieu de l'Espagne, la même région où Don Quichotte il habite, il a été créé. Et pour toute la gang, c'était comme très spécial de jouer là, mais pour le Québécois, de jouer dans c'est comme un théâtre en plein air, c'est comme une espèce de cour qu'il y a la scène, puis les sièges sont dans la cour en plein air. Pour eux, jouer là, un spectacle sur Don Quichotte dans un vrai théâtre du 15e siècle, c'est comme plus vieux que le Québec même. C'était comme capoté pour eux. Comment oses-tu prononcer de telles paroles en ma présence et devant ces dames? Hors d'ici, réceptacle de fourberie, inventeur de méchanceté, dépositaire de mensonges! S'il vous plaît, si notre spectateur de marque voulait bien se donner la peine de vérifier lui-même la nature, sinon la texture du personnage envers lequel s'abat sa furie. Pardonnez-moi. Je retourne à mon siècle. Oui, c'est ça. Je me tais, je n'en dis pas plus et me soumets à votre bon désir. Et à celui des gens de ce château. Théâtre. Château. Théâtre. Château. Théâtre. Musique. Poursuivons tout de même. Don Quichotte a été vraiment une pièce absolument marquante parce que c'est elle qui a comme fait en sorte que j'ai réussi à actualiser donc mes identités et à travailler non pas dans l'exotisme mais dans le réel. Toutes ces choses que l'on présente aujourd'hui sont sottises, avérées, sans queue ni tête. Et le pire, c'est que si les auteurs les écrivent ainsi et que les acteurs les représentent avec autant d'extravagance, c'est parce qu'ainsi le veut le vulgaire. Mais le grand public, mon maître, il a toujours raison. Hélas, tu dis vrai. Les pièces qui ont un plan et qui suivent la fable comme l'art l'exige ne sont appréciées que par les 4 personnes d'esprit qui se trouvent dans la salle. Eh bien, ça ne nourrit pas une troupe de comédiens, ça 4 spectateurs. Tiens, Sancho, remets-leur cette bourse. Oui. Ça leur laissera peut-être le temps de réfléchir à la prochaine pièce qu'ils écriront. Oui, tiens. Une bourse de création. Pour qu'à la fin, finalement, l'étranger en moi, il est arrivé au présent, c'est-à-dire sur scène. Donc, je me suis retrouvé, donc, après tout ce temps-là, à travailler en français, avec des comédiens, en parlant espagnol avec eux, et entre eux, ils se parlaient catalan. Donc, il y avait 3 langues, ce qui veut dire que finalement, cette identité-là, lointaine, tout d'un coup, c'est comme si elle avait été actualisée. Et c'est un peu ce qui nous arrive dans notre société aujourd'hui, puis c'est pour ça, je pense que la question de l'immigration, de l'intégration, de la place des minorités dans notre société est si criante, c'est qu'avant, on pouvait se permettre d'avoir des accents espagnols, on pouvait se permettre de folkloriser toutes les cultures, on pouvait s'approprier, en quelque sorte, toutes les autres cultures parce qu'elles étaient loin, et elles étaient des mythes. Mais aujourd'hui, ils sont parmi nous, à travers nous, et on est en train de constituer une nouvelle société complètement, avec des nouvelles règles, et il y a beaucoup de choses qui se bousculent à cause de ça. Wow! Hey! Mesdames et messieurs, votre animateur Luc L. Champion. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à l'Acadie! Ah! Québec! Ah, vous êtes de Québec? Ah, mais c'est des touristes de Québec, vous êtes un autobus organisé, c'est ça? Vous êtes, hey, merci beaucoup d'être ici en Acadie. Là, on est à Moncton, mais je comprends. Si vous étiez dans l'autobus pendant tout ce temps-là, là, on perd l'idée, on est en vacances, on sait plus où on est. Non, on est à Moncton, à Québec. Waouh, c'est le fun, ça! Gérard de Québec aussi? Oui, oui. Fantastique. Nous autres, on adore les gens de Québec, on adore votre accent, donc gênez-vous pas pour nous parler. Donc, OK, bon, on va faire une dernière petite pratique. Et oubliez pas que vous êtes à Moncton, OK? Je ne veux pas briser vos vacances, mais on est à Moncton. Donc, l'Acadie, right set. Wow, j'arrive. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à l'Acadie! Right set! Ah!
Puis gênez-vous pas pour mettre de l'énergie, OK? Ça me parle dans l'oreille. Lecture d'un nouveau message. Philippe a toujours, je pense, entretenu un désir de revenir en Acadie et de faire des projets. Donc, le triptyque, c'est un projet dramaturgique dans le sens où ça regroupait des auteurs acadiens. C'est parti avec Christian Essiambre. Mais je pense qu'on a toujours eu en tête d'en faire plusieurs de ces spectacles-là avec différents auteurs acadiens. Les 3 exils de Christian circulent en quelque part depuis 9 ans. Donc la deuxième s'est ajoutée et la deuxième circulait pendant 6 ans. Et la troisième vient de s'ajouter et je pense qu'on est à la 2 ou la 3e année. Et je dirais que ce sont des pièces très importantes pour aussi le théâtre Escaouette. Parce que ça a beaucoup fait connaître nos auteurs. Répondeur désactivé. Je m'appelle Christian E. Je viens d'un petit village qui s'appelle McKendrick. Juste pour situer, c'est un petit village juste à côté de Campbellton, la ville la plus au nord du Nouveau-Brunswick. Plus haut que ça, c'est à Gaspésie. Après le pont, là, parce qu'il faut traverser la baie des Chaleurs. Donc, à partir des 3 exils de Christian E, qui a été un très, très gros succès, de fil en aiguille, on a fait Le long voyage de Pierre Guibé et ensuite L'incroyable légèreté de Luc L. Donc, tout ça en coproduction avec des Acadiens et avec des artistes acadiens. Quand on passe par la vallée de la Matapédia, pour aller au Nouveau-Brunswick, on prend quasiment tout le temps ce pont-là. Van Horn, qui s'appelle. C'est un gros pont vert. Mon père aime bien dire que c'est le plus long pont puis le plus court pont au monde. Quand tu décolles du Québec pour t'en aller au Nouveau-Brunswick, c'est un pont d'1 heure et 2 minutes à traverser. Mais quand tu décolles du Nouveau-Brunswick pour aller au Québec, c'est un pont de moins 58 minutes. Un exercice vraiment d'écriture debout. C'est là, enfin, avec les 3 exils de Christian E, que j'ai réalisé le rêve que j'avais pas réussi à réaliser avec Tauromachia, c'est-à-dire d'écrire debout, mais j'avais devant moi un monument de comédien, Christian Essiambre, et donc avec lui, on a réussi à écrire comme ça, je dirais dans l'oralité, avec une chaise, une scène vide, et je pense on a dépassé, je crois, la centaine de représentations. Ce que je veux vous dire, là, c'est que dans le même village, il y a 2 accents, puis il n'y en a pas un mot qui dit que c'est le chiac. À Boc-à-Raquette, c'est les « et », c'est qu'il n'y a pas de « l ». C'est du poulet avec un verre de lait, s'il vous plaît. Puis à Saint-Simon, qui est pas loin, c'est les on. Les autres, ils disent Saint-Simon. C'est qu'il n'y a pas de on. Les on, c'est des on. Envoyant, c'est évident! Tu parles d'une question. Le gouvernement nous donne plus d'argent. Avant, quand on allait pêcher le poisson, on avait des boîtes de carton pour mettre le poisson dedans. On a plus d'argent. Fait qu'on peut plus acheter des boîtes de carton. Fait qu'on le met où, le poisson? Donc, une trilogie au complet. Et ça, c'était vraiment une grande sensation, une grande satisfaction. Parce qu'on a toujours l'impression de butiner, de faire... Mais là, tout d'un coup, au lieu de faire une œuvre là, c'est devenu vraiment une pièce là. C'est devenu vraiment une œuvre. Donc, une trilogie et qu'on présente et qu'on continue encore à présenter maintenant les 3 durant la même journée. J'ai joué à Moncton, à Caraquette... un petit peu partout en tournée au Pays de la Sagouine. Pays de la Sagouine? Professionnel, ben oui. Le Pays de la Sagouine. Le Pays de la Sagouine. Mettons, il y en a qui disent que c'est comme un Disney World d'Acadiens. C'est qu'au lieu d'avoir les personnages de Walt Disney, t'as les personnages d'Anthony de Mayette. Ben, il y a la Sagouine. Oh, il y en a encore là. Ah oui, c'est encore la même, ça fait 40 ans. Mais il n'y a pas juste elle, là. Je veux dire, on a une 60aine de personnages. C'est une attraction. Avec pas mal juste des touristes québécois. Moi, ce que j'aime beaucoup de l'esthétique de Sortie de secours et de son écriture dramaturgique, c'est que c'est d'une grande simplicité. Je sais que ça commence pas là. Je sais que c'est très complexe au début, qu'il y a un chaos total, que c'est toujours une espèce de grosse pizza d'idées dramaturgiques, formelles, tout ça. Mais je trouve vraiment intéressant comment tout ça, finalement, se filtre et se sculpte et ça finit par faire des propositions très, très, très économes, mais très, très, très efficaces. Et ça, j'aime beaucoup. C'est un style qui est très particulier, je trouve, au Théâtre Sortie de secours. Et moi, ça m'a toujours énormément plu. Moi, je faisais Tom Pouce pendant 8 ans. Ouais, pas mal jeune. J'étais après viré fou à tout le temps faire le même personnage, là. Non, Tom Pouce, il parle pas chiac. Non, la Sagouine non plus, elle parle pas chiac. La Sagouine, là, elle parle le vieux français de dans le temps.
Les outardes sont revenues du sud. C'est à croire que le printemps va s'amener plus tôt que d'habitude. Je dirais qu'en cours de route, je suis passé de metteur en scène qui écrit à gars qui écrit et qui fait de la mise en scène. Donc j'écris de plus en plus. Je pense que c'est à travers l'écriture qu'on fait les plus grands pas. De l'autre côté, en plein milieu de la rivière Bouctouche, reliée à la rive par une passerelle, une île, avec plein de petites maisons des années 30, de l'animation, de la musique. Le royaume vivant des personnages de l'œuvre d'Antonine Maillet, l'île aux puces. C'est là que j'ai travaillé pendant 8 ans, au soleil, à faire rire tous les touristes qui passaient, à m'amuser à grimper sur le fait des cabanes, à apprendre mon métier. La mise en scène, ça demeure un travail où on se met au service d'un texte. On se met au service d'une parole, au service de la mise en lumière d'une parole ou des enjeux. Mais l'écriture elle-même, c'est ça la véritable traversée là, artistique. Quand on questionne ce qu'est l'être humain ou qu'on questionne ce que sont les histoires, ce qu'est le théâtre, qu'est-ce qui fait qu'on est ici sur Terre. C'est ça, les gros enjeux sont vraiment dans l'écriture. Bienvenue aux Québécois. Québécois? Québécois. Hey, le gros! Pas de chaud, ça commence qu'une heure plus tard dans les maritimes! Hey, le frère, serais-tu bien d'ouvrir pour toi après-midi de me parler riac comme la Saguine? Dis donc, comme pouce, on comprend pratiquement tout ce que vous dites. C'est vraiment étonnant. À cause, là, vous êtes encore ici, les Acadiens, si vous avez été déportés, là. On est tous des êtres humains, on a les mêmes angoisses, les mêmes préoccupations, les mêmes peurs, les mêmes joies, les mêmes peines. Hein? Non, parce que c'est pas de même que ça marche la vie. C'est pas comme ça que ça marche la vie. Puis c'est peut-être moi le plus fragile des trois. Je sais pas. Je sais que dernièrement, je me sens fragile puis ça me fait peur. Vraiment peur. Mais moi aussi, j'ai peur, Luc. Luc, je fais une crise existentielle à toutes les 20 minutes. De jeu. C'est pas le fun. J'ai peur de faire des enfants parce que je suis pas capable de prendre soin de moi-même. Comment je vais faire prendre soin d'un petit être humain, tu sais? On a tous peur, man. Tout le monde a peur tout le temps. Oui. J'ai tout le temps eu peur, je vais tout le temps avoir peur, mais on dirait que des fois, il faut juste... Man, j'avais 17 ans, man. Il y a un gars qui est venu chez nous, qui a cogné à ma porte, qui a rentré puis qui a parlé à ma mère, qui avait peur. Puis qui a dit à ma mère qu'elle n'avait pas besoin d'avoir peur, que son gars avait assez de passion, que si elle mettait sa peur de côté puis qu'elle le laissait plonger, il allait apprendre à nager. Donc à partir du moment où soi-même on ose regarder à l'intérieur, où on ose regarder à l'intérieur des autres et de se poser ouvertement des questions et qu'on expose et qu'on met ça sur la scène, forcément, le spectateur est rivé à sa chaise parce qu'il se dit « Ah, ben ça, c'est moi. Ça, je me reconnais. » Et c'est là, je trouve que ça vaut la peine de faire du théâtre. Sinon, ben, on fait quoi? Des exercices de style? On est trop pressé. On a trop de questions à se poser pour faire du style, je trouve. C'est coloré, les Acadiens, là. Quand le Québec va se séparer, là, on vous garde une petite place, là. Dans la création de premier acte est sans doute une des choses dont je suis le plus fier. Quand Martin, Agnès et moi, on a vraiment quitté premier acte, quand on est devenu trop vieux pour être un théâtre de la relève, au lieu de le faire évoluer avec nous, on s'est dit, ben, on va s'en dissocier et on va conserver son mandat. Et à partir de là, donc, Marc Gourdeau, le directeur général, est arrivé. Et là, c'est devenu sérieux, dans le sens que c'est devenu vraiment bien organisé. Ils ont des budgets beaucoup plus grands. Il y a des 40-50 dossiers qui sont présentés chaque année, des pièces de la relève. Donc, le théâtre d'aujourd'hui et de demain, c'est là que ça se passe. Bien, en fait, moi, Premier Acte, je trouve que c'est le lieu le plus intéressant à Québec pour la création théâtrale. C'est sûr que je suis pas beaucoup à Québec. Je suis ici peut-être le tiers de l'année. Et quand je suis ici, je suis en travail de création, tout ça. Donc, j'ai pas beaucoup de temps de voir les spectacles. Alors, si j'ai à choisir, souvent, je choisis le spectacle à Premier Acte parce que je suis rarement déçu. Et c'est toujours là qu'il se fait les choses les plus intéressantes, les plus casse-gueule. On pourrait se poser la question, comment le théâtre a évolué à Québec? Et on pourrait avoir la réponse en regardant comment Premier Acte a évolué. Parce que c'est vraiment le pouls
C'est vraiment l'incubateur. Souvent, on voit très tôt qui vont être les artisans du théâtre à Québec dans les prochaines années. Alors, je trouve ça vraiment super remarquable ce qu'ils font. J'ai l'impression, peut-être qu'au fond, c'est ça. Peut-être que la qualité du théâtre a augmenté de manière exponentielle au fil des années partout au Québec et que on a évolué, on a grandi. Là. Il y a une expertise théâtrale qui s'est développée, de la création, qui est assez impressionnante. Et je trouve ça bien parce que c'est un petit peu comme le théâtre expérimental à Montréal, c'est-à-dire que des gens du métier, des gens qui sont déjà très connus dans le métier, qui font déjà un travail dit professionnel, aiment se retrouver maintenant à premier acte, à prendre des chances, à essayer des choses qu'ils savent très bien que dans un théâtre institutionnel, ils ne pourraient pas faire. Donc, c'est pas uniquement pour les gens qui débutent, bien que ça s'appelle premier acte, c'est pas uniquement des gens qui commencent. Très souvent, il y a des choses, il y a de plus en plus de choses qui sont présentées, qui incluent, où on peut trouver de la participation de gens qui sont déjà férus, qui sont déjà matures, qui sont déjà reconnus dans le milieu. Sincèrement, je pense que j'aurais pu être un étudiant toute ma vie. Et le théâtre me permet de le rester. Dans le sens que pour moi, le théâtre nous a permis à Simone et à moi de connaître Dali, Buñuel et Lorca et leurs œuvres. Le théâtre m'a permis de connaître davantage la Catalogne, de connaître davantage les Acadiens, de me connaître moi davantage quand j'ai commencé à faire de la fiction biographique avec Pierre-Guy Blanchard, Christian Siambre et Luc Leblanc. Donc, un outil de connaissance et forcément un outil de transmission de connaissances sans être pédagogique, mais la démarche est là. Je n'ai pas de réponse à donner, j'ai des questions à poser. Puis en me posant des questions ouvertement, ben, on se trouve certaines réponses en travaillant et on défriche peu à peu nos questions obsessionnelles, si on veut. En marchant tout croche dans les rues de Québec, aux petites heures du matin, on a pris un petit temps pour regarder le soleil s'élever sur la grosse ville. À ce moment-là, il y a un monsieur qui est passé à côté de nous autres puis il nous a regardé tout croche. On s'est senti niaiseux tellement on avait juste encore de l'air de 3 innocents ben chauds. Sauf qu'à ce moment précis, on s'est dit que pour 3 petits gars du Nord comme nous autres, on avait quand même fait un bon bout de chemin pour se rendre jusque-là. Juste là.